Pourquoi il y a ça? Mais bonjour à tous et à tous. Clubcom B2B, le Clubcom B2B que nous avons fondé il y a près d'1 an maintenant, nos amis du CFPJ, dont Simon Rubin qui est avec nous, qui fonctionne plutôt bien, plutôt pas mal, puisqu'on a pas mal d'adhérents. On est à plus de 2500 dans notre newsletter et à plus de 700 dans notre communauté LinkedIn. Et nous faisons régulièrement des webinaires, des learning expéditions, des animations. Et nous sommes également partenaires de WeAreCom, que vous connaissez aussi. Voilà, nous allons passer pour un sujet qui nous tient tous à cœur en tant que communicants B2B. C'est effectivement, c'est quoi un direct, c'est quoi un live, c'est quoi les coulisses, qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau technique, est-ce qu'il y a des compétences spécifiques, quelle prise de risque. Dans B2B, on n'aime pas trop, enfin la direction n'aime pas trop qu'on fasse du direct, ligue d'impro. Donc voilà, nous allons découvrir les coulisses, les prérequis, les avantages, les bénéfices. Et pour faire ça, moi je suis Thomas Tressac, je fais la com RSE d'Orange, et moi je serai votre animateur pendant 1 heure. Vous nous voyez, mais vous pouvez nous envoyer des bons jours dans le chat, on y répondra. Des questions également au fil de l'eau, on les prendra pour nos experts. Et sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Donc peut-être avec une courte présentation de nos experts du live et du direct et de l'événementiel, et également en quoi ils ont été invités, quelle est leur expertise sur cette connaissance du live ou leur perception. Donc, bien, bonjour. Bonjour, donc je suis Aurélia Milleret-Degout. Je suis en charge de la communication événementielle sur la direction entreprise France chez Orange. Et nous sommes amenés effectivement à lancer des lives sur 10 000 salariés par exemple. Mais nous avons aussi lancé des Instagram live par exemple durant le Covid pour aider nos collaborateurs à faire du sport. C'est toi qui as animé, je crois. Et j'ai animé également quelques sessions sportives, oui. Alors moi qui suis pas tout, j'ai du mal à suivre certains exercices, mais bon. Raphaël, toi tu as une spécificité, tu es streameuse, c'est ça? C'est ça, je suis streameuse sur Twitch et vidéaste, et je m'occupe aussi de la modération pour les live Twitch de Arte. Donc je suis à la fois devant la caméra et à la modération parfois. Donc j'ai 2 casquettes, on va dire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Sophie? Bonjour, moi je suis là plutôt en qualité de témoin métier, on va dire. Moi je suis directrice marketing depuis un peu plus de 20 ans dans le retail, donc plutôt B2C pour le coup, mais bientôt dans le B2B, d'où ma présence dans ce club comme B2B. Et en tant qu'expérience des lives, de 2 façons, à la fois en tant que spectatrice, puisque dans mon métier, on participe à beaucoup de webinars et pour s'acculturer, faire de la veille, mais également en tant qu'intervenante, j'ai été plusieurs fois intervenante dans des webinars ou des lives. Donc voilà, je pourrais témoigner un peu des deux, du coup, et merci de l'invitation. Dans le secteur du marketing, c'est plutôt le live shopping qu'on utilise ou... Alors ça, c'est pour les clients. Pour les clients, effectivement. Oui, mais on parle comme interne et comme externe aujourd'hui. Voilà, et après, il y a plus les lives destinés entre pros, on va dire, avec des use cases, par exemple. Et Simon? Oui, bonjour à toutes et à tous, Simon Rubin. Moi, je suis le responsable du CFPJ, donc le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, qui forme en formation continue, en formation courte, des journalistes et des communicants, notamment sur les thématiques du live. Et puis, j'anime tous les jeudis à midi, depuis la page LinkedIn du CFPJ, un live vidéo, justement, où on parle de communication et de médias. Donc tous les jeudis midi, un sujet et avec un chat, donc très interactif pour parler des sujets qui nous concernent et apprendre des choses ensemble. Ouais, je participe régulièrement à tes lives du CFPJ que je trouve très riche. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une interactivité et on n'est pas toujours tous d'accord. Donc il y a un débat d'opinion, de fond. Enfin, voilà, c'est toujours bien d'échanger dans ce format-là, quoi. Et du coup, Simon, justement, avec ton expérience de journaliste, c'est quoi un live précisément pour dire ce qui n'est pas un live ou ce qui est un live selon toi? C'est vrai que c'est important de bien savoir de quoi on parle. Pour moi, aujourd'hui, quand on parle d'un live, on parle donc d'un contenu qui inclut de la vidéo et donc du son et qui se passe en direct.
Ça, c'est une première dimension, c'est de la vidéo en direct. Et le deuxième élément très fort sur le live, c'est l'interactivité avec l'audience, donc via un chat. C'est un peu le mélange réussi entre ce que c'est faire de très bien le web et puis les radios libres d'il y a quelques années, puisque derrière le live, il y a aussi une relative facilité de production. Évidemment, comme toujours, si vous voulez avoir un super son, une super image, des effets, des machins, il va falloir de la production, mais vous pouvez démarrer avec une toute petite caméra à 50 €, pas forcément de micro, et vous mettre en live. Et l'idée, ça va être vraiment un contenu en direct et très interactif. Pour moi, la force du live, elle réside aujourd'hui là-dedans, c'est dans cet échange qu'on a avec le chat, qui doit être permanent et qui oblige du coup forcément l'animateur ou l'animatrice à avoir beaucoup de réactivité, de souplesse, d'être capable de jongler entre son propos, les réflexions du chat, revenir à ce qu'on disait, etc. Et quand on a ces ingrédients-là bien mélangés, là on a un live. Donc on n'est pas du tout sur un direct classique comme à la télé, même si on pourra en reparler, mais aujourd'hui on a des lives sur des plateformes comme Twitch, très produits, très professionnalisés, et qui ressemble de plus en plus à de la télé, comme on la connaissait et comme on la connaît encore aujourd'hui. Donc, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment cette interactivité qui fait tout le sel, tout l'intérêt pour l'audience et pour les producteurs de contenu du live, justement. Ouais. Alors, il y a une question de Fabrice qui nous dit, et je dis bonjour à toutes et à tous parce qu'on a eu plein de messages de coucou, de bonjour, merci. Mais je pense qu'on y répond un peu plus tard. C'est quelles difficultés rencontrez-vous dans vos lives, à moins que tu veuilles en dire deux mots. Et après, moi, ça répond à une question aussi que j'avais pour toi, Simon. On raisonne souvent dans la communication en termes d'outils. Fais-moi un petit truc, machin. Est-ce que le prérequis de base, c'est d'abord de se dire quel objectif, quel message, tu vois, de quoi je vais parler à mon public, quelle que soit la forme ou l'outil. Du coup, ouais. Ouais, alors il y a, je pense que sur les difficultés, je pense que tout le monde pourra en parler mieux que moi, mais il y en a plein, humaines et techniques, vous l'imaginez bien. Et après, oui, l'enjeu, ça va être quand même de bien cadrer. C'est vrai que quand, pour moi, venir du journalisme et travailler beaucoup avec des communicants sur des formations, souvent en communication, fais-moi un petit truc simple, un petit truc rapide, parce que c'est un live, ça paye pas de mine, et puis voilà. Le problème, c'est que ça demande une vraie préparation. D'abord parce que le live, c'est de l'impro en bonne partie. On sait ce qu'on va dire, mais on ne sait pas dans quel ordre parce que c'est le chat qui va décider d'une certaine manière. Là, on voit bien, hein, Fabrice nous pose une question. On avait peut-être un conducteur qui était prévu. Bah, là, ça explose tout et c'est fait pour ça. Si on n'accepte pas ça, on ne fait pas de live. Mais l'impro, ça se travaille. Ça se travaille. Il faut une certaine aisance. Il faut être capable de jongler avec les questions. Quand on a un chat un peu agité aussi. Donc déjà, le prérequis, on ne peut pas faire ça vite et comme ça. Il faut vraiment très très bien connaître la matière dont on va parler pour être suffisamment à l'aise. Si vous voulez, c'est un peu comme connaître tous les chapitres d'un livre. Et ben, le live va vous demander de démarrer par le chapitre 25 et puis ensuite d'enchaîner sur le chapitre 12. Si vous aviez prévu de lire dans l'ordre les chapitres, ça ne va pas le faire. Donc, il faut avoir un contenu dont vous connaissez chaque chapitre indépendamment et il faut être capable de raconter le chapitre 25 en premier sans que les gens aient l'air perdus parce que vous n'avez pas fait les 24 premiers. Donc, c'est ça la difficulté pour moi du live. Donc, déjà, ça demande une grosse préparation. Puis après, pareil, on nous demande hey, tu peux faire un petit truc rapide, ça ne mange pas de pain. Fixer aussi des objectifs qui soient réalistes, c'est-à-dire que nous au CFPJ on a lancé un live au mois d'avril si je ne m'abuse, peut-être même toute fin mars. On n'a pas pour objectif d'avoir 1000 viewers, 1000 personnes dans l'audience tout de suite, ni même au bout d'un an. Et d'ailleurs on s'est promis de ne pas faire de bilan du live avant un an parce que il faut le temps que ça s'installe, etc. Donc déjà partez sur ces deux jambes-là, cadrez bien vos ambitions et soyez au clair sur la préparation que ça demande, qui est très forte, d'autant plus forte qu'elle va demander justement d'être malmenée, cette préparation. Et après, sur les difficultés qu'on rencontre, je pense que là, pour le coup, je ne suis pas le seul à pouvoir répondre, donc je cède bien volontiers le bâton de parole. Merci. Donc, il faut laisser du temps au temps pour s'installer dans la relation. Il ne faut pas se dire, je vais faire le buzz en 2 minutes.
Par contre, le bénéfice qu'on a, Simon et tout, hein, en fait, l'atout qu'on a majeur aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de toute une technique derrière. Il y a aussi des outils aujourd'hui, que ce soit Wikio, Livestorm ou Teams ou d'autres, qui permettent de faire des visios à moindre coût et de façon plutôt professionnelle. Enfin, voilà. Il y a des bénéfices d'outils aussi qui permettent ce live. Enfin, et du coup, Aurélia, est-ce que avec ton expérience, par rapport à ce que dit Simon, est-ce que toi, tu travailles avec des agences de com ou comment tu prépares? Alors, nous, chez Orange, on a été un peu plongé dans le live contraint et forcé avec le Covid. On en faisait avant, mais pas autant et pas de manière aussi professionnelle, on va dire. Donc, on a été obligé effectivement d'apprendre sur le tas. Et on s'est vite rendu compte que, comme disait Simon, c'est vraiment du travail. C'est autant de travail que de préparer une convention en physique, par exemple. Nous, quand on a monté des lives avec 10 000 personnes, on s'est vite rendu compte qu'il nous fallait une solution technique fiable. On s'est rendu compte, on voulait bien évidemment, comme on était en période de Covid, on ne pouvait pas avoir tout le monde dans un même studio. Donc, on s'est vite rendu compte qu'il fallait faire beaucoup de tests en amont pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et puis, il a fallu faire comprendre aux intervenants qu'un live, ça se prépare. C'est pas juste, hop, on arrive et puis on parle. Non, il faut le répéter et il faut, comme disait Simon, bien maîtriser le sujet pour pouvoir rebondir effectivement en termes d'interaction avec les participants. Et puis un dernier point, mais ça qui est plus pour nous, on s'est vite rendu compte aussi que le choix de la date et de l'heure était très important. On avait plus ou moins de personnes qui se connectaient en fonction du choix de la date et l'heure. Et puis une clé de la réussite, c'est la répétition, la préparation. Oui. C'est-à-dire, moi, les gens qui disent, qui sont un peu suffisants, qui disent non, je ne vais pas répéter, on se connectera. Je l'ai vu hier sur notre expérience d'autres webinaires hier, où là, ça ne s'est pas vu pour vous. Il y a eu la cuisine, on s'est connecté, on a testé nos micros, nos sons. Mais quand ça arrive juste au moment du live, que les gens arrivent trop tard, se connectent trop tard et tout, ça veut dire que vous êtes en train de régler de cuisine interne, de réglage technique, en même temps qu'il y a le public dans la salle. Donc, c'est du grand art pour jongler. C'est pas confort. Et en fait, on nous dit souvent dans la com qu'on a droit à l'erreur, mais en fait, dans les faits, on n'a jamais droit à l'erreur. Enfin, vous êtes en live, à part dire que ça va arriver, il y a une coupure pub, enfin, voilà. Vous êtes un peu seul au monde à ce moment-là, quoi. Et du coup, j'en profite, Sophie, toi, ton expérience de vécu, de témoin, qu'est-ce que ça t'évoque Oui, moi je trouve que la technique, c'est un prérequis aussi hyper important parce que moi j'ai assisté ou participé parfois à des lives ou des webinaires où la connexion Internet fonctionnait pas bien, où le son était très mauvais, où les vidéos étaient pas bonnes non plus. Enfin, voilà. Donc, et puis, je ferai un parallèle avec le e-commerce. Hein, quand ça fonctionne pas, ou même le commerce d'une manière générale, ça fonctionne pas. Par exemple, il y a trop d'attentes en caisse, les gens, ils abandonnent leur panier. Voilà, c'est pareil. Le live, il marche pas, les gens, ils se sont connectés, ils ont pris le temps de se connecter, ils vont partir. Et même pour les intervenants, c'est pas forcément terrible non plus parce qu'on a pris sur notre temps pour intervenir et puis si ça marche pas et s'il y a personne pour regarder, c'est pas terrible non plus. Donc moi je pense qu'effectivement il faut vraiment que les gens soient conscients que la technique c'est important. Le son et l'image, voilà. Il y a la technique et puis il y a aussi de quoi on parle et je pense à ton expérience de journaliste, Simon. C'est un peu comme une émission avec un programme régulier qui séduit notre public progressivement. Enfin, moi, je sais que c'est souvent le choix du thème, l'accroche, des intervenants qui font aussi venir. Enfin, ouais, c'est le choix du thème et la régularité. Et ça me permet de rebondir sur ce que disent dans le chat et Karine et Michael qui demandent s'il y a des dates, des heures à recommander. Je pense que ça dépendra évidemment de la cible. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit régulier, idéalement, même si encore une fois, il y a pas mal de streamers et de streameuses
qui au final s'adressent à une audience qui est assez flexible, donc peuvent se permettre de ne pas être toujours même endroit, même heure. Nous, je sais qu'au CFPJ, on a le parti pris de dire c'est tous les jeudis, c'est midi. Sauf à de très rares exceptions près où c'est 12h30, mais sinon, CFPJ midi, c'est sur LinkedIn. Donc, on s'est dit ça. Après, nous, parce qu'on estime que de toute façon, on a des gens qui sont occupés à travailler, donc on ne va pas leur faire un truc tous les jeudis à 11h. Occasionnellement, bien sûr, quand on fait un webinaire sur Webikeo en général, c'est à 11h, et souvent le jeudi d'ailleurs. Mais quand c'est régulier, on se dit, voilà, c'est sur l'heure du déjeuner. Il y a tellement de gens qui déjeunent à la va-vite avec un sandwich devant leur ordi, ils se mettent devant le live, ça dure 45 minutes et ils apprennent quelque chose et voilà, ça fait penser à autre chose, donc c'est sympa. Et je ne sais pas, par exemple, Raphaël, toi, je pense que tu as un autre rapport à l'heure, aux dates, à la récurrence des rendez-vous que tu as sur ta chaîne. Après, oui, je suis très différent. Enfin, c'est très différent sur Twitch puisque, en fait, en vrai, si, c'est un peu les mêmes règles parce que les gens travaillent. Donc, généralement, le prime time, comme en télé, c'est les gros streamers qui l'ont et c'est à partir de 21h et ça sera toute la soirée. Mais par contre, je sais qu'avec Arte, ça a beaucoup réfléchi pour les émissions, à quelle heure, quel jour, parce qu'en fait, justement, il ne faut pas se placer au même créneau horaire que des énormes streamers qui ponctionnent les gens, en fait, parce que contrairement à YouTube qui, on peut regarder les vidéos quand on veut, le live, c'est en live, donc il va falloir choisir son programme. C'est vraiment comme la télé et justement, c'est une vraie question à se poser. Quand est-ce qu'on live et quel jour, quelle heure? Pour qui? Parce qu'on peut aussi se dire, le gros streamer qui est en face, c'est pas notre notre communauté, donc on peut streamer quand même. Il y aura des gens puisque on n'est pas sur les mêmes créneaux. Donc voilà, c'est vraiment réfléchir à la cible, en fait, pour qui vous allez streamer et voir si en face, il y a d'autres personnes qui vous ressemblent et si oui, changer de jour, changer d'heure et effectivement vérifier que les gens ne travaillent pas trop à ce moment-là parce que sinon, c'est difficile de suivre quand même un live. On peut toujours faire autre chose en même temps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les gens écoutent les lives un petit peu d'une oreille distraite, donc il ne faut pas se formaliser de ça, mais voilà, c'est quand même mieux de choisir un horaire où les gens sont plutôt Et du coup, Raphaël, attentifs. est-ce que sur les émissions Arte, les gens ils peuvent s'abonner ou c'est des fidèles? C'est une chaîne Twitch, donc oui, il suffit de follow la chaîne et les gens reviennent. Oui, il y a une fanbase littéralement de Arte et ils sont toujours là aux émissions et c'est très chouette d'ailleurs de les retrouver dans le chat toutes les émissions. Il y a un impact un peu de la marque Arte, la marque culturelle aussi. Oui. Par contre, après, ouais, Arte, ça amène un public très spécifique. Mais par exemple, pour le CFPJ, j'ai fait une formation pour Mediapart pour leur apprendre comment faire un live. Et maintenant, comme les lives de Simon, c'est tous les lundis soirs à 19h. Donc eux aussi, ils ont choisi Mediapart de faire un live hebdomadaire régulier à cette heure-là très précise. Et je pense que c'est réfléchi et donc oui, c'est pareil pour les émissions Arte, c'est toujours à la même heure et c'est toujours le même jour. Donc oui, il y a une certaine régularité. Et les seuls qui peuvent se permettre de venir quand ils veulent, c'est les très gros streamers qui de toute façon auront leurs 10 000 personnes qui les suivent. Là, ils ont la notoriété de toute façon. C'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, Sophie, tu voulais rebondir? Oui. Déjà, je suis complètement en phase avec Raphaël. De toute façon, faut voir la cible toujours. Évidemment, on ne va pas être à la même heure si on cible des seniors ou des jeunes ou des mamans. Ou voilà. Donc ça, c'est très important de savoir à qui vous voulez vous adresser. Et puis après, je pense qu'on peut aussi poser la question, tout simplement, à ses followers. À quelle heure vous préféreriez un live? Puis en marketing, on a l'habitude du test and learn, comme on dit. Donc, on peut aussi tester plusieurs horaires et voir lequel fonctionne le mieux. Mais je suis complètement d'accord avec les deux experts pour dire créer une régularité, c'est hyper important. Créer un vrai rendez-vous régulier avec alors, nous, on a testé la formule demander avec un doodle la meilleure date, le meilleur créneau. En fait, la difficulté, c'est que suivant leur contexte précis, soit les vacances, soit les ponts de mois de mai, soit le Covid, c'est pas les mêmes usages, la même récurrence. On s'est rendu compte qu'ils aimaient bien entre midi et deux, comme le dit Simon, les réunions entre midi et deux. Là, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène un peu de
pas de lassitude, mais les gens, ils ont envie de reprendre du temps pour eux. Et ils préfèrent maintenant le créneau plutôt dans le travail. Enfin, voilà, c'est variable. Et nous, on a une autre contrainte, c'est que le matin, c'est pas le bon créneau parce qu'on a les dom-toms dans notre public cible. Et du coup, il vaut mieux qu'on soit l'après-midi, sinon, voilà, on se coupe d'une partie de notre réseau. Donc, voilà, il y a pas mal de contraintes qui jouent. Après, je pense que il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de trucs. Je pense que si c'est intéressant, que c'est bien fait, qu'il y a une logique communautaire, ça va marcher de toute façon parce que les gens, ils aiment bien se retrouver aussi, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a une forte communauté d'intérêt, Raphaël, chez toi, cette nano-communauté qui a plaisir à partager bonnes pratiques, c'est qu'est-ce qu'on apporte aussi, quoi. Oui, bah, généralement, les lives, on vient pour la personne, au final, pas trop pour le contenu, enfin, en tout cas sur ma branche à moi. C'est plus vraiment sur la personnalité, en fait. On revient voir la personne qu'on a appréciée. Après, c'est vrai qu'il y a des émissions où c'est intéressant et donc on vient pour le contenu et pour les personnes qui sont dedans, quoi. Alors après, on a des remarques qui sont plus des remarques dans le chat. Simon, je ne sais pas si tu veux réagir. Ils disent qu'un live doit être assez interactif et attention au franglais. Enfin, voilà. Oui, ça m'a beaucoup fait rire, Oui, moi aussi, le Michael, ce commentaire. Donc oui, Michael, qui sur les interactions sont conseillées pour un live. Ouais, c'est même pas qu'elles sont conseillées, elles sont impératives. Et notamment sur un live, quand vous voulez le structurer un peu, moi je vous conseillerais d'avoir 3 écrans. Un écran sur lequel vous allez avoir votre outil de streaming qui vous permet de streamer et ensuite d'envoyer le flux sur LinkedIn, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Un écran sur lequel, si vous devez partager des contenus, regarder des vidéos, montrer des choses, et puis même un 3e écran sur lequel vous aurez le chat en permanence. Parce que si vous perdez de l'œil le chat, ça va donner un immense sentiment de frustration de « je parle dans le vide », de « je suis dans le chat, je mets un commentaire, ça fait 5 minutes qu'on ne m'a pas répondu, je parle dans le vide ». Donc, il faut absolument répondre. Il faut aussi encourager le chat à se répondre à lui-même, hein, puisqu'il y a des gens qui savent, il n'y a pas qu'une seule personne qui parle. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête dans le live. Quand moi, je fais des lives, je les travaille journalistiquement. J'ai un sujet, j'ai une semaine pour le travailler, mais toujours jeudi avant, je ne suis pas là pour annoncer un truc, une vérité absolue. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui auront une meilleure expertise, et souvent, ils viennent dans le chat et ils corrigent et ils apportent des choses, et c'est ça qui est trop bien. Donc, l'interaction, elle est plus que conseillée. Et sur le franglais, Michel, bah oui, on est sur des outils pas forcément francophones ni français de base, hein. On parlait de Twitch, c'est créé aux États-Unis et ça a démarré là-bas avant d'arriver chez nous, mais après c'est la même chose pour Facebook, pour Twitter, pour LinkedIn, etc. Donc on a tout un vocabulaire, tout un lexique du live qui est arrivé un peu comme le podcast. Moi, j'ai fait 10 ans de radio. Si on me demande ce que c'est que le podcast, je dis c'est de la radio, c'est la même chose. C'est juste la logique de flux qui change, mais parce que je suis aigri du podcast. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme la télévision. Maintenant, c'est des lives. On va parler de live. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas le même terme. Puis, ça fait mieux de parler anglais. Voilà, il faut le dire aussi. On va assumer. Mais ça montre bien que c'est encore quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore complètement appréhendé. Peut-être qu'un jour où on sera hyper habitué, on aura nos termes français à nous. Peut-être d'ailleurs qu'au Québec, ils les ont déjà. Et puis, ça doit exister aussi en partie, ouais, Raphaël. Ils sont dans le dictionnaire. Enfin, ils ont été validés. Je ne sais plus le terme, mais le terme est gigantesque. Enfin, c'est une paraphrase pour dire… de contenu en direct, non, c'est encore plus… Joueuse en ligne, en direct… je sais plus, mais c'est trop long. Voilà, c'est beaucoup trop long. Il faudra les raccourcir maintenant. Et allez-y, si vous avez des suggestions de termes à franciser, on est preneur. Hein. Et ça, je pense que vous êtes en train de le démontrer en direct pour être français. Voilà. La bonne humeur, la convivialité, la bonne ambiance, ça s'entend aussi sur un plateau. Enfin, voilà, c'est important, cette chaleur humaine. Et Martine qui nous fait une question, peut-être qu'on a loupé. Quand on gère un live, comment on communique avant, pendant et après? C'est une vraie question. Est-ce qu'on modère? Enfin, voilà. Quelles sont les clés de construction et de communication en teasing, enfin, excusez-moi, en invitation amont, pendant et après, en post-événement? J'essaie de ne pas faire de franglais, mais… moi, je céderai à Raphaël la partie sur la modération, parce que pour le coup, je ne suis pas du tout l'expert. Et après, en amont… nous, par exemple, au CFPJ, en général, à la sortie du live, le jour même, on annonce le suivant.
Parfois, souvent, je demande au chat, vous voulez qu'on parle de quoi la semaine prochaine? Et puis, en général, le vendredi, on annonce, voilà, jeudi prochain à midi, on va parler de tel sujet. C'est pas la peine de s'y prendre non plus trop longtemps à l'avance. Si on a une récurrence de toutes les semaines, ça sert à rien d'avoir un planning 3 mois à l'avance, notamment parce qu'encore une fois, le chat fait le menu. Donc moi, les gens proposent, tiens, on aimerait parler de la newsletter la semaine prochaine, est-ce que c'est intéressant, dans quelle mesure, etc. Ok, on y va. Donc c'est une communication qui est quand même très ponctuelle, qui est imprégnée de cette notion de direct et d'instantanéité. Et puis après, donc Raphaël parlait de Twitch où il y a du replay, mais enfin, ce n'est pas le cœur de la chose. En revanche, sur YouTube, on peut voir des vidéos en direct ou en replay. Ça peut être intéressant parce qu'une vidéo, nous, on le voit au CFPJ, on va avoir entre 10 et 50 personnes sur chaque live. En revanche, on va en avoir plutôt 300, 400, 500 qui vont regarder en différé. Donc ça peut être un outil intéressant en communication post-événement, de remettre la vidéo, de l'uploader pourquoi pas sur YouTube si on ne l'a pas faite sur YouTube directement et de dire, voilà, si vous l'avez raté, il y a ça. Et c'est intéressant parce que c'est une communication qui a un contenu. Et puis après, le nerf de la guerre, je pense, Raphaël, c'est quand même la modération. Ouais, c'est pendant le live, donc c'est gérer ce qu'on fait là, c'est regarder le chat, vérifier que tout le monde est poli, etc. Et malheureusement bannir ceux qui ne le sont pas. Mais ça reste quand même très minoritaire, hein. On parle souvent des aspects négatifs, mais en réalité, sur 3-4 ans de modération pour Arte, on a dû bannir moins de 20 personnes. Enfin, c'est vraiment, enfin, en tout cas dans mes émissions, parce que je sais qu'il y en a des plus coriaces, mais c'est vraiment très light, enfin enfin les gens sont gentils. Voilà, les gens sont gentils, ils sont très drôles. Donc voilà, c'est alors généralement. Ça dépend parce que nous avec Aurélien, une grande sociale, on l'a vécu. On peut avoir Ah des oui, messages alors de là, gens oui, un peu énervés. Après, ça doit aller. Nous, effectivement, on a eu on va dire des expériences un peu malheureuses, hein, où on s'est dit, allons-y, on ouvre et puis on modère gentiment. Et où ça a complètement explosé. Et en fait, il y avait tellement de commentaires négatifs que voilà, ça a plombé un peu le live. Après la fois d'après, on a rendu ça, les remarques non anonymes, c'est-à-dire avec nom, prénom, et là, il y avait beaucoup moins d'énervement. Enfin, voilà, les gens se lâchent, j'ai l'impression que quand ils sont anonymes, Et je ne sais pas si c'est Twitter en ce moment qui amène cette haine ou cette agressivité. Enfin, voilà, on peut débattre ou pas être d'accord sans être agressif. Mais ça, c'est systématique sur tous les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez, dès que les gens, sous couvert d'anonymat, ils se croient tout permis et il n'y a plus de limite. Donc, c'est vrai que à partir du moment où vous demandez le nom avant de poster quoi que ce soit, on reste sur des choses plus correctes. Et même sur des sujets non polémiques, et par contre, du coup, quand vous êtes salarié comme nous, il y a des gens qui vous disent après, c'est pas le bazar. Enfin voilà, ils ont envie d'une température un peu édulcorée de la. Voilà, et après, Simon, je suis tout à fait en phase avec ce que tu as dit sur le replay. C'est vrai que le replay est très, très important. Nous, on l'a vu également. On a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se connecter le jour J et qui regardent en replay. Donc, le replay, c'est vraiment très, très important et communiquer sur le lien du replay. C'est aussi très, très important. Et après, la question qu'on se pose là, en fait, c'est quel niveau de transparence ou de vrai direct on fait. Enfin, alors après, moi, je n'aime pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les faux directs, c'est-à-dire les trucs enregistrés sur YouTube à l'avance, où on vous dit c'est un direct live et il n'y a même pas d'interaction et tout, tu vois bien que c'est préfabriqué, quoi. Donc, voilà, pour le coup, la chance, justement, moi, j'ai bossé en radio à Europe 1, où on a une pratique qui s'appelle littéralement le faux direct. Donc, plutôt que de réveiller le journaliste à 6 h du matin pour être en direct dans le journal de 8 h, on laisse la veille un reportage, mais sur le ton du direct. En gros, on dit oui, bonjour. Voilà, et comme ça, le jour J, le journaliste nous lance bonjour Simon Rubin, bonjour. Et en fait, c'est enregistré. Alors, c'est mieux fait que ça, je vous rassure. On est pas meilleur comédien. Mais ça peut aller dans des petits détails. Vous voyez, on laisse des respirations, on laisse des mini-fautes de français pour faire direct.
Ça, pour le coup, dans le live dont on parle aujourd'hui, c'est impossible puisqu'il y a un chat. Si vous n'êtes pas là pour répondre, alors on peut imaginer vous diffuser une vidéo enregistrée, vous la diffusez en direct et vous êtes dans le chat. Donc là, c'est un autre concept. Ça existe, hein, notamment sur YouTube. C'est un autre format et notamment, j'imagine, pour des gens qui font beaucoup de contenu, qui n'ont pas forcément le temps d'être en direct tout le temps, mais qui ont le temps d'être sur le chat pendant 20 minutes. Ça peut être intéressant à imaginer. Mais encore une fois, on n'est plus dans ce qui fait le live à proprement parler. Merci Simon. Une question pour Sophie de Delphine. Les replays, pour toi, doivent-ils être chapitrés pour être mieux vus ou pas? Un avis sur la question ou pas? Pourquoi c'est pour moi la question? Parce que c'est la plus dure, c'est pour toi. Est-ce que tu dis facilement un chapitrage ou un sous-titrage ou... Je sais pas. Enfin, je ne saurais pas répondre à ces questions. Moi, je peux répondre. Non, mais c'est surtout. Voilà, moi, je considère que là, cette question, elle se passe sur YouTube parce que les replays, pour moi, c'est sur YouTube. D'ailleurs, il y a une vidéo qui avait de deux vidéastes qui avaient discuté de comment on utilise YouTube maintenant parce que c'est plus du tout la même utilisation qu'il y a 2 ans. Et en fait, YouTube est maintenant un réseau de catalogue, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des vidéos qui sont intemporelles et qui vont rester, donc les replays. Les replays, les lives de live sont vraiment très importants. Et alors oui, c'est mieux de chapitrer comme ça, la personne va directement là où ça l'intéresse. Encore mieux si ça peut être sous-titré, mais c'est un travail énorme. Enfin, je suis aussi présidente d'une association. Et on essaye de sous-titrer tous nos replays de live, mais comme les lives durent 1h30, ça nous prend 10 heures de sous-titres, enfin peut-être pas 10 heures de sous-titres, mais 3 heures de sous-titres, et c'est un travail monstre, et j'ai réussi à en faire qu'un pour l'instant, donc c'est un peu raté, mais oui, c'est toujours mieux le sous-titrage, ça permet l'inclusivité pour les personnes sourdes et malentendantes, ou pour les personnes étrangères qui ont plus de facilité, par exemple, à lire. Et le chapitrage, c'est pour aller directement à l'information qui nous intéresse, donc c'est gain de temps. Donc oui, c'est des bonnes pratiques. Je veux bien rebondir là-dessus. Pendant le Covid, on a fait beaucoup de live et de live longs. Et je vous avoue que le sous-titrage, parce que du coup c'est obligatoire, d'un point de vue inclusif, comme tu disais, le sous-titrage d'un live de 3 heures et son chapitrage, c'est juste un cauchemar. C'est juste un cauchemar. Donc oui, le chapitrage, c'est essentiel. Ça dépend de la durée, effectivement, du live. Mais pour nous, c'est essentiel. Après, c'est un énorme travail avec les sous-titres. Le chapitrage, c'est un énorme boulot. C'est quasiment un poste en tant que tel. Est-ce que tu passes par des agences de com ou c'est des compétences internalisées ou... C'est soit l'un, soit l'autre. Nous, on a les compétences en interne, donc on le fait en interne. Mais vous avez moult agences sur le marché qui peuvent vous faire ça pour un prix, voilà. Qu'on n'a pas dans le budget. Il y a des outils qui existent pour ça, justement? Des outils un peu d'IA ou... Oui. YouTube le permet et Premiere le permet aussi maintenant. Nous, on travaille beaucoup avec PlayPlay aussi et il le permet également. Et du coup, je rebondis. Donc, il y a l'aspect outil, Simon, il y a l'aspect prérequis, communiquer bien de manière régulière. Et il y a aussi comment on anime un live, comment on se forme. On n'anime pas un live, enfin, c'est format court, c'est l'animer. Enfin, voilà. C'est quoi les bonnes compétences pour réussir son live, enfin, pour... Eh bien, c'est une question que je me suis posée il y a 3 semaines, puisqu'on a lancé tout récemment une formation qui s'intitule justement Webinaire, live, réseaux sociaux, animés en direct. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une formation non pas sur la technique qu'on a par ailleurs, mais là vraiment sur comment vous incarnez, comment on anime un live. Justement, avoir cette capacité de définir clairement ses objectifs, de préparer son intervention et de gérer le direct avec fluidité et avec dynamisme, parce qu'il y a un rythme qui est très proche de la radio dans le live qui ne supporte pas les temps morts. Là où, par exemple, le podcast le permet, voire l'encourage. Ce n'est pas la même dynamique. Donc après, dans cette formation, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne.
On s'entraîne à improviser, on s'entraîne à parler et à être questionné, parfois même avec du décalage, parce que avec certains outils, moi par exemple dans mes lives, j'ai toujours 10 secondes de décalage avec le chat. C'est-à-dire que le moment où je parle, eux ne vont l'entendre que dans 10 secondes. Ça veut dire que les questions qu'ils me posent, c'est par rapport à quelque chose que j'ai dit il y a 10 secondes. Si je ne suis pas capable de m'en rappeler, je vais être dans un petit souci. Donc ça se travaille. C'est de l'écoute active, c'est de l'improvisation, comment rebondir, comment à la fois préparer mais se départir de sa fiche pour ne pas être complètement happé. Donc c'est vraiment de l'entraînement, de la prise de confiance et de la prise de conscience qu'on est là pour servir des gens. Un live, c'est jamais, moi je considère que je suis la chose la moins importante dans la mesure où je dois répondre aux questions, je dois être au service des gens qui me regardent. Même si j'avais prévu de dire un truc que j'ai mis 3 jours à préparer, je me suis dit oh là là, je vais avoir l'air tellement intelligent. En fait, si le chat ne me le demande pas, je vais pas le dire. C'est un peu comme dans un resto, vous avez peut-être un super dessert, si personne commande de dessert, vous servez que des plats. Et c'est comme ça, et les gens seront contents. Donc, pour moi, c'est ça, et c'est ça qu'on apprend, par exemple, sur 2 jours en formation. C'est vraiment cette aisance, cette fluidité qu'on retrouve dans la prise de parole en public, qu'on retrouve dans l'animation, télé, radio. C'est vraiment ça, et je pense que ça démarre en étant au service des gens, en se mettant à leur place. Ils ont envie de quoi? Qu'est-ce que j'aime quand j'écoute parler quelqu'un? Quand vous avez cette réponse-là, vous avez peut-être une piste de réflexion sur vous, comment vous voulez et pouvez animer. Simon, mais tu as un côté un peu homme orchestre, parce que tu vas à la fois animer, à la fois gérer les interactions, le chat, le sondage. Oui, complètement. Donc ça se prépare en amont. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut vous aider, c'est toujours bien. Il ne faut pas non plus trop vouloir en faire tout de suite. Moi, je sais que je ne vais pas lancer des sondages parce qu'en plus, je réponds de temps en temps au chat. Donc, on se focalise sur ce qu'on a à dire, comment on le dit, comment on a envie que ça sonne. On peut s'enregistrer, ne serait-ce qu'audio, pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, ça et le chat. Déjà, apprendre ces 2 choses-là simultanément, ça prend un petit peu de temps, mais c'est de la pratique et ça vient vite à partir du moment où on réfléchit à qu'est-ce qui nous plaît à nous. Et souvent, voilà, encore une fois, ça va nous lancer sur la bonne voie. Mais ça s'apprend, c'est pas du tout inné. Et c'est pas parce qu'on a fait 10 ans de théâtre qu'on va y arriver facilement non plus. Et du coup, Raphaël, toi qui animes régulièrement des émissions, est-ce que tu as des moments de doute où tu te dis je vais me reformer ou en permanence ou je vais... Alors moi, j'ai un cadre beaucoup moins strict en fait que ce dont vous parliez au tout début, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit à l'erreur. Moi, j'ai le droit à l'erreur en fait. Et même chez Arte, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que dans le chat, en tout cas nous, les modératrices, dès qu'il y a un problème technique, on dit on est sur le coup, vous inquiétez pas. On les rassure, on rassure les gens. Et s'il y a des moments de blanc, ça fait partie du direct en fait. Et sur Twitch, en tout cas, on est beaucoup plus tranquille là-dessus. Donc, on a moins d'erreurs. C'est pas grave. Et tu disais de ne pas lancer de sondage, Simon. Moi, je n'ai aucun problème à lancer un sondage pendant que je parle parce que les gens... même je l'annonce, en fait. Je dis, je suis en train de faire un sondage. Je vais juste... si je décroche pendant 15 secondes, c'est juste que je suis en train d'écrire. Après, je reviens. Après, le sondage se termine. Donc, je lis les résultats, par exemple. En fait, c'est juste... moi, en tout cas, ma pratique du live, elle est très décontractée. Sinon, je le ferais pas en fait. Sinon, ça serait trop. En vrai, moi, j'ai du mal à considérer que c'est un travail, même si c'en est un. Mais parce que je prends tellement de plaisir que ça efface le côté douloureux. On se dit plaisir et travail, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Il y a un côté très naturel aussi. Et moi, je me souviens évidemment, on parlait des difficultés qu'on peut rencontrer. La difficulté classique, c'est le réseau qui marche plus trop et d'un coup, on disparaît. Oui. Bon, dans ce cas-là, je prends le téléphone, je vais sur le chat. Vous inquiétez pas, j'arrive. Ça m'était arrivé sur l'intelligence artificielle, un vaste complot des machines sans doute. Mais donc, j'étais en train de conclure et Zoom coupé. Ça aussi, ça s'apprend de rebondir et de pas. C'est pas un drame. Oui. C'est pas du tout un drame. C'est du do it yourself encore. Les gens le savent, tout le monde le sait. Cette proximité-là, c'est la force du live. Bon, il y a un souci, on en rigole, on l'explique. Ça, c'est très important. Et après, ça repart et on finit sur son téléphone si vraiment c'est dramatique. Mais il y a toujours une solution. Et ça aussi, c'est une petite gymnastique. En tout cas, c'est vrai, je suis d'accord, Raphaël. Il y a vraiment ce côté très marrant, très ludique du live. En tout cas, dans ces circonstances-là. Après, quand c'est une prise de parole en interne, il faut que ce soit quand même cadré. Mais
de toute manière, les soucis techniques, ils arriveront. C'est comme quand on écoute une grande radio nationale, il y a toujours un moment où l'invité, on l'entend pas, et bah, il y a les animateurs qui paniquent, et puis les animateurs et les animatrices qui vont tenir la route et qui vont dire, écoutez, on vous reprend dans un instant, l'histoire a juste le temps de régler le petit souci technique, on avance, et voilà. Ça fait partie du jeu, et c'est ça aussi qui donne un peu de sel au truc. Moi, j'ai une remarque quand même par rapport à tout ça. Il y a parfois dans des lives, ou comme en conférence présentielle d'ailleurs, ou en webinaire ou quoi, des gens qui ne posent pas de questions en fait. Ah oui. Les participants qui ne posent pas de questions parce qu'ils n'osent pas ou parce que voilà. Du coup, là, on perd toute la notion d'interactivité. Comment vous gérez ça du coup? On peut nous-mêmes poser une question en fait. C'est vrai que généralement, quand je fais mes émissions sur le cinéma, j'ai travaillé en amont, donc je donne tout le savoir que j'ai acquis avec mes recherches. Et des fois, les gens n'ont rien à dire, en fait. Et après, je leur pose la question, est-ce que vous avez aimé le film? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet élément, etc. Des fois, ça les fait réagir, des fois pas du tout. Et j'enchaîne. Il faut enchaîner, tant pis. Ouais, pareil, on enchaîne. L'idée, effectivement, c'est d'être capable de tenir 1 heure si ça doit durer 1 heure, mais être capable de ne parler que 20 minutes si le chat est très présent. Donc ça, c'est toujours la part d'incertitude et effectivement se poser à soi-même des questions ou ça marche complètement. Encore une fois, je trouve que le live permet tellement de choses que l'enjeu, c'est de ne rien s'interdire surtout. Et après, là, on peut vachement s'amuser. Puis sinon, vous envoyez un petit texto à un copain qui passe dans le live et qui pose une question. En revanche, mais je l'ai jamais fait. En conférence, il faut toujours un complice dans la salle. C'est ça. Il va poser la première question. Mais c'est juste des trolls. Ils posent même pas de questions. Du coup, on va revenir à notre public. Fabrice a une question. Ouais, vas-y, pardon. Fabrice a 2 questions d'ailleurs. Quelles solutions et innovations interactives vous ont-elles le plus bluffé ou sont les plus appréciées? Chat ou vote? Et la seconde question de Fabrice, c'est à quel moment, quelle durée optimale pour vous avant que l'audience ne décroche? Comment maintenir l'attention? C'est quoi le bon timing? Sur la durée, donc nous, avec le CFPJ, on s'est dit c'est 45 minutes max d'interaction totale le jeudi midi, mais aussi parce qu'à partir de 12h45, soit les gens vont vraiment manger, soit certains reprennent le travail. Donc voilà. Et puis accessoirement, je travaille aussi et c'était pas forcément dans ma fiche de poste, donc j'ai d'autres choses à faire malgré tout, même si je ferais bien ça tout le temps. Mais ça dépend aussi de votre audience, encore une fois, de est-ce qu'elle est très dispo ou pas. Il y a des streamers, Raphaël, je crois, qui peuvent faire des lives de 24, 48 heures. Et ça marche bien. Hein. Donc... en fait, il n'y a pas de durée puisque les gens viennent, font autre chose à côté. Donc, en vrai, la durée maximale de décrochage, c'est 20 minutes, je crois, pour l'humain. 20 minutes sur une tâche en continu et après, il décroche. Donc, naturellement, ça va être 20 minutes. Mais 20 minutes de live, ça ne sert à rien de lancer un live pour 20 minutes. Donc, je dirais, il n'y a pas de durée optimale. En fait, c'est vraiment... là, par contre, il va falloir choisir la durée en fonction du contenu de ce que vous voulez proposer. Si c'est une interview avec beaucoup de gens... Je sais pas vous, mais moi, 3 heures de live en digital, je peux pas. Le truc, c'est que c'est comme une émission. C'est comme la radio, c'est un bruit de fond. C'est ça. Vous y allez, vous revenez, vous repartez. Le live, c'est ça. Hein. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas vissé sur son écran à nous regarder pendant 3 heures. Ça, c'est impossible. Mais ça se picore, on y vient, on s'en va. C'est ça. Nous, on avait adoré les cours de cuisine en live pendant le Covid. C'était sympa parce que du coup, on était acteurs, on cuisinait. Et du coup, si on parle des compétences communicants, est-ce que toi qui as piloté une équipe et qui pilote encore des équipes marketing com, est-ce que tu repères les compétences, les adéquations pour les envoyer en plan de formation ou c'est quelque chose que tu regardes? C'est vrai qu'avant de partir là, de chez Orchestra dernièrement, j'étais sur le projet des live shopping. Et donc, tout ce dont on vient de parler, on en a parlé, hein, du côté technique, du côté préparation, d'avoir quelqu'un à la modération et à l'animation, effectivement, du chat. Et il faut quelqu'un devant la caméra qui soit déjà... Alors, live shopping, évidemment, c'est pour présenter des produits. Donc, l'idée, c'est déjà de bien connaître les produits.
Et c'est un peu comme c'est comme tu disais tout à l'heure, Simon, hein, ça devient comme des émissions de télé, hein, comme du télé-shopping. Donc, il faut des qualités d'animation, des qualités de vente. Il faut être super à l'aise, il faut avoir envie de parler avec les gens, il faut être un peu vendeur finalement. Voilà. Donc, ouais, c'est pas tout le monde qui a ces compétences-là. On peut être très bon en marketing et pas du tout fait pour faire de l'animation en live. Et il y a la question aussi, comment tu gères le stress ou le trac? Parce que moi, il y a des fois, je suis hyper stressé avant de démarrer. Une fois qu'on est dans le match, ça va, mais tu peux être pris de panique. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est la préparation qui fait. Se connaître, ouais, mais après, c'est toi. Tu te sens hyper préparé, normalement. Voilà, tu peux sortir du cadre. Stress, quoi. Et je crois qu'il y a des modules de parole en public. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, enfin, de formation. Oui, au CFPJ, oui, gérer son stress, on en a un paquet des formations. Ce qui est intéressant, c'est que gérer son stress, déjà, il y a bien comprendre sur quoi on peut agir et sur quoi on ne peut pas agir. Donc, typiquement, avant un live, c'est la technique. Est-ce que je l'ai testé? Oui. Est-ce que c'est sûr ça va marcher? Bien sûr que non. Donc ça, je ne peux pas le maîtriser et c'est pas grave, ça va aller. Et le deuxième élément, c'était parfaitement résumé juste avant moi, la préparation, c'est-à-dire que là-dessus, je peux agir. Donc, je travaille. Et une fois qu'on a fait ça, avoir conscience de ses propres limites. Je ne peux pas faire plus. Et toujours, moi, ce que je dis dans mes formations en média training, par exemple, sur la gestion du stress, c'est corporel. Souvent, on est là, c'est dans la tête, c'est pas vrai. C'est le corps qui est tendu aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détend le corps. Donc, on fait des étirements. On fait de la respiration profondément. Voilà. Et ça, vraiment, c'est important. Moi, j'ai jamais fait un seul direct à la radio sans chauffer ma voix ou sans m'étirer. Alors, j'avais un peu l'air d'un débile en tribune presse avant de commenter un match, je vous l'accorde. Mais c'est important parce que ça envoie un signal à son corps. On va se préparer. C'est un exercice physique et on ne peut pas arriver comme ça, d'autant que si on a un problème technique, alors là, derrière, le stress explose et c'est là qu'on perd ses moyens, etc., que la voix chevrotte, vous savez. Donc, on libère, on dégage la cage thoracique, on écarte ses mains. Voilà, on essaie vraiment d'être dans une détente, pas totale bien sûr, mais en tout cas d'étirer les muscles. C'est très corporel aussi le stress. Et ne pas oublier qu'on est là pour s'amuser. Si c'est une torture pour vous, c'est peut-être pas la peine de vous torturer non plus. En revanche, attention, moi par exemple, j'étais gamin le plus timide de toutes les personnes absolues. Ça ne m'empêche pas de parler comme ça aux gens. C'est deux choses très différentes. Donc, testez quand même le live parce qu'un jour, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'aimez pas parler aux gens en vrai, mais qu'en live, tout est plus beau. C'est possible. Et le live, ça peut apprendre aussi à parler ensuite en public. Donc, c'est l'inverse. J'ai fait l'inverse. C'est un peu comme les gammes dans le chant ou la musique. Enfin, il faut répéter et s'entraîner peut-être devant sa glace. Oui. Du coup, il nous reste, je vous remercie, le temps est passé vite, il nous reste 12 petites minutes. On va aborder une dernière séquence de questions. En parallèle, si on va prendre un risque en direct live avec vous, si vous voulez, on aime bien savoir ce que vous avez pensé du live, du webinaire. Et du coup, un petit rôti dans le chat, est-ce que vous pouvez nous mettre une note de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, si vous avez apprécié. Voilà. Donc voilà, et en attendant, on va prendre une question un peu ultime pour tous nos experts. À quoi on sait mesurer le succès d'un live ou d'un événement? Enfin, voilà. On est dans le règne de tout mesurer, l'audience, le KPI, le machin. Du coup, la fidélité, tu sais que ça a marché ou pas? Comment je sais que ça a marché? Déjà en termes d'audience, l'audience en live et l'audience sur le replay. Ce qui nous indique aussi que ça a marché, c'est le nombre d'interactions. Ça, c'est super important. Donc, plus on a d'interactions, plus on arrive à savoir si on a intéressé les gens. Et surtout, ce qui est important, c'est de répondre à chaque fois, systématiquement. Répondre à toutes les questions. Du coup, si sur ce premier live-là, on ne répond pas à toutes les questions, on incite moins les gens à revenir sur le deuxième. Donc, voilà, ça fait boule de neige de toute façon à chaque fois. Donc, ouais, si tu ne te fais pas engueuler aussi après.
Donc voilà. Donc c'est pas que du quantitatif, c'est aussi beaucoup du qualitatif. Voilà. C'est important. Toujours important d'être là pour son audience. Apparemment, ils partagent sur le chat parce que c'est plutôt. Oui, alors quand même, Sophie, Michael, 4,5. Quand on met 4,5, on met 5. Hein, je suis désolé, mais là, c'est le pédagogue qui vous parle. Où est le demi-point? Où est le demi-point? Je veux notre demi-point. Sophie, en tant que public, qu'est-ce qui fait qu'un live pour toi est réussi? T'as apporté quelque chose déjà, si j'ai appris des choses, évidemment. Si j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Si ça a été très interactif, mais aussi bien avec le public, mais entre les participants aussi. Moi, j'aime bien quand les experts parlent entre eux, parce que souvent, on apprend beaucoup de choses dans ces cas-là. Voilà, globalement, c'est ce que je dirais. En tant que pro, je dirais que la mesure de la performance, entre guillemets, la fidélité, déjà, si les gens reviennent d'une fois sur l'autre, c'est que ça les intéresse. L'engagement, donc effectivement l'interaction, le nombre d'interactions, la qualité des interactions aussi. Voilà, et puis si à chaque fois il y a un petit sondage, c'est encore mieux. Et c'est pas qu'une question de volume, hein. Je suis d'accord avec Simon qui disait tout à l'heure, il y a aussi la micro-communauté ou nano-communauté qui se crée. Moi, quand je vais à un événement cocktail, vous savez qu'on en a habituellement le soir au salon, événementiel petit-déj, je me dis, si je repars avec 1 ou 2 contacts privilégiés, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 followers, enfin voilà, d'être le plus influenceur de la Terre. C'est aussi de la qualité. Et je pense que l'expertise, au fur et à mesure que vous faites, et là je rejoins Simon aussi, de la récurrence, de l'expertise et tout, les gens ils finissent par venir pour vous parce qu'ils savent qu'ils vont trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Il y a cette qualité que l'IA n'a pas d'ailleurs, d'avoir notre ton, notre façon de présenter les choses ou d'aborder les sujets, quoi. Raphaël, je pense qu'il y a des gens qui viennent pour tes émissions. Oui, non, mais moi, je suis dans un cadre très spécifique où, à force de voir les gens, et je connais leur vie, en fait. Maintenant, j'ai vraiment des personnes que je suis et c'est presque devenu des amis. Donc, je suis vraiment dans un cadre très spécifique et moi, je mesure un live qualitatif. Pour moi, c'est un live où les gens se sont amusés et ça se voit et ça se sent. Et les plus beaux commentaires, c'est j'allais pas bien et comme je suis venue sur ton live, maintenant je vais mieux. Et ça, c'est vraiment le plus beau commentaire qu'on puisse faire. Donc, du coup, voilà, c'est améliorer la vie des gens. Raphaël, excuse-moi, tu as presque créé un lien d'intimité avec des gens que tu vois qu'en digital. En fait. Ouais, je les connaissais pas d'avant et maintenant je suis un peu leur vie, donc c'est mignon. Des petites confidences de Raphaël. Du coup, Simon, toi, comment tu mesures moi, je vais faire court, mais tout comme Sophie. Je pense effectivement, le fait que les gens reviennent, c'est important, et le fait que les gens apprennent des choses, c'est très bien. Je pense aussi que la participation dans le chat, parce qu'effectivement, comme Sophie le faisait remarquer, parfois personne n'intervient, mais je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde se sent suffisamment à l'aise, en confiance pour se permettre de poser des questions. Moi, je répète tout le temps dans le chat, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que mes réponses qui potentiellement peuvent être complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas une formule, c'est vrai. Et quand on commence à le faire sentir, eh bien, que les gens le comprennent et le conscientisent, c'est là que ça devient aussi très chouette. Et je vois que Fabrice a une dernière question et elle est très bien. Parce qu'on a discuté en amont. On n'était pas d'accord avec Raphaël. Donc moi, les PowerPoint, si vous voulez, j'ai quand même travaillé 10 ans en rédaction de journaliste avant d'arriver au CFPJ. Donc pendant 10 ans, je n'ai pas fait de PowerPoint. Ça n'existe pas dans les rédactions. Donc là, je me suis retrouvé à devoir faire des PowerPoint. Donc autant vous dire que mes lives sont garantis sans PowerPoint. Pour moi, parce que ça alourdit et parce que je ne sais pas, je ne travaille pas avec en fait. Donc soit je veux illustrer, je le fais avec des images, mais en plus, moi, je viens de la radio, il y a avec la voix. Donc si vous voulez, moi, le travail de l'illustration pendant 10 ans, je ne sais même pas ce que c'est qu'une image. Donc je ne suis pas du tout PowerPoint et je me dis, voilà, les gens m'écoutent, on discute ensemble. Après, à l'occasion, on regarde des vidéos, des choses, mais je ne l'utilise pas. Faut pas que ça devienne trop lourd. En tout cas, pour moi, ça fait une couche supplémentaire qui potentiellement me cache le chat. Mais ça, c'est que moi, je ne sais pas travailler avec.
Ça descend des sujets. Il y a une culture de PowerPoint qui est terrible. Oui, mais par exemple, Raphaël, tu le fais, ça marche très bien. Voilà, mais après, effectivement, il faut que parfois remplacer le message. On en fait de moins en moins. Voilà. Franchement, on en fait de moins en moins. Ouais, mais il y a une culture quand même forte. Quoi. Ouais, mais sur les lives, on en fait peu. Hein. Ouais. Bah, c'est pas l'usage habituel du PowerPoint. Normalement, sur les lives, effectivement, il n'y en a pas. Moi, je les utilise. En fait, c'est presque des images en fait que je mets. C'est juste que le format PowerPoint est plus facile pour moi pour gérer ensuite la technique. Mais par exemple, je mets juste le nom du film dont je suis en train de parler et l'affiche, et c'est tout. J'ai rien d'autre en fait sur ce PowerPoint. C'est moi qui vais dire tout le reste en fait. Mais effectivement, quand on pense PowerPoint, c'est bullet point avec des pavés énormes de texte et des schémas dans tous les sens. Non, évitez. Ou alors un schéma très explicatif que vous allez expliquer physiquement ensuite en live. Ok, mais sinon, pas de texte. Très peu de texte, on va dire. Parce que oui, là, c'est pas possible. Enfin, là, c'est plus possible, quoi. Par contre, la vidéo, moi, j'aime bien. Enfin, la vidéo ou le sondage interactif, c'est un truc plus sympa. Ouais, ça, c'est bien, ça. Je sais pas. Et oui, Martine qui nous dit c'est plus pour les webinaires avec des contenus très pro, les PowerPoint. Oui, même si à mon sens, encore une fois, le webinaire, soit il va devenir un live, soit il va mourir, mais je ne pense pas qu'il y ait tellement d'alternatives. Mais après, ça peut avoir d'autres avantages, même marketing. Martine, par exemple, si je fais un PowerPoint, derrière, je peux l'envoyer aux participants de mon webinaire Webikeo. Ce que je ne peux pas faire avec un live, parce que les lives, par exemple, nous, sur LinkedIn, on n'a pas les mails des gens. Ils viennent, ils repartent, on ne sait pas qui c'est. S'ils n'ont pas commenté dans le chat, je ne sais même pas leur nom. Donc, ça peut avoir cet avantage-là pour que les gens repartent avec quelque chose, donc effectivement quelque chose d'un peu plus pro. Mais encore une fois, moi j'aime bien l'idée de dire on fait un contenu en PowerPoint ou autre, on l'enverra aux participants s'ils veulent, mais pour le webinaire, quoi. Mais l'intervention live, voilà, garder de l'espace pour le live, même si encore une fois, on voit bien que c'est pas une pratique absolue puisque Raphaël utilise ce support-là et peut-être se dire que c'est un peu comme dans un JT où vous allez avoir le présentateur ou la présentatrice qui donne les brèves et puis vous allez avoir des incrustations, quelques images, quelques illustrations, pas forcément un reportage complet, quoi. Là, c'est un peu l'idée du PowerPoint. C'est un support, mais vraiment à sa fonction la plus basique. C'est ça. Sophie, est-ce que tu aimes les PowerPoint ? Non, mais ce que j'allais dire, ça dépend de quoi on parle. Effectivement, dans des trucs très pro où on présente des cas concrets, ça peut être bien d'avoir un support où il y a les chiffres clés, où il y a, ou même si, ne serait-ce qu'on présente une campagne de com, ou vous montrer le visuel de la com, c'est pas mal, ou les chiffres clés, parce qu'on a quand même aussi une mémoire photographique. On n'a pas qu'une mémoire auditive. Donc, si on veut que les gens ils repartent avec des connaissances, c'est pas mal. Moi, évidemment, je ne suis pas pour on défile les PowerPoint avec les bullet points et tout, et on lit le PowerPoint. Oui. C'est pas l'idée. Mais que ce soit un support, comme tu disais, comme les JT où c'est en incrustation derrière et puis on peut les commenter. Voilà, ça dépend des sujets. Là, on parle de plein de sujets différents. Il y a des live streams qui sont très sur des sujets un peu de loisirs, etc. Et puis, il y a des sujets plus pro de connaissances, pour les pros, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même cible et tout à fait les mêmes usages, du coup. Écoutez, il reste 2 minutes. On a fait le tour de la question. Il me reste à remercier nos experts. Hein. Merci Raphaël, merci Sophie, merci Aurélia, merci Simon. C'est toujours très riche. Alors après, comme on est un peu chargé, il vous reste les webinaires live de Simon tous les jeudis sur FPJ qu'on trouve sur LinkedIn. Je vous remettrai dans l'envoi du récap. Nous, on a un rendez-vous au niveau du Clubcom B2B pour une Learning Expedition le 7 juillet à Paris, place de la Madeleine. Où nous partirons sur le thème climat et Europe. Voilà, dépêchez-vous parce qu'on a déjà plus de 20 inscrits et il y a 32 places pour vivre cette expérience immersive et interactive de devenir un député européen. Donc c'est à la fois l'occasion de se rencontrer dans un cadre un peu sympathique et de faire connaissance et de partager entre bonnes pratiques et de passer un bon moment. Donc ça sera le 7 juillet prochain, je vous le remettrai dans l'invitation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement si ça vous intéresse.
Et là, on a décidé de faire un break pour l'été parce qu'on ne va pas vous saouler avec toutes les activités cet été. Et on envisage avec nos amis du CFPJ de faire un big event à la rentrée, peut-être sur le thème du sport. On est en train de voir ça, de co-construire. Enfin voilà, ça se fait en marchant. Et avec bien sûr des webinaires à la rentrée. Donc si vous avez des idées de thèmes, des envies, même envie d'intervenir, voilà, c'est ouvert à tout le monde, hein, Sophie, hein, n'importe qui peut intervenir en live. Donc voilà, et écoutez, il me reste à vous souhaiter, comme on est en pré-direct, parce que j'ai vu que Sophie disait qu'on pouvait préparer les questions à l'avance. Donc là, c'est pas préparé, c'est vraiment en direct. Mais je vous souhaite bon appétit, bon apéro, il est midi, voilà, et à très bientôt. Bonne journée à tous et à tous. Bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.